ouais, c'est quand même... Voilà. Quand vous serez président, souvenez-vous, Ouais. vous serez protégé par ces armes-là. D'accord? Ça rigole plus, hein. Merci à vous, là. Tous les Français le connaissent depuis au moins une quinzaine d'années. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de sa campagne? La première question qu'on doit se poser, c'est d'où est-ce qu'on parle? C'est la question du statut. Moi, je dois répondre en tant qu'analyste. Ma réponse de militant ou ma réponse de citoyen, déjà ma réponse de citoyen, elle appartient qu'à moi, et ma réponse de citoyen, elle n'a pas de légitimité particulière. C'est-à-dire que vous pouvez, et c'est tout à fait logique et normal, vous en foutre. Là où il y a des arguments à faire valoir, c'est comme analyste. Au moment où nous parlons, je comprends, parce qu'il y a beaucoup de gens très jeunes, dont c'est la première campagne, alors il y a la testostérone qui s'y met, il y a l'enthousiasme qui s'y met, c'est très bien. À l'instant T, le premier tour est en avril, nous sommes au mois d'octobre, c'est beaucoup trop tôt pour avoir une quelconque tendance crédible. Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous parlons, seules des minorités politisées ont arrêté leur choix politique. Ces minorités se parlent entre elles, entre eux, disons, bourgeoisie de droite et bourgeoisie de gauche. Pour l'instant, une large partie du peuple français se contrefout de cette élection. Donc, eux, ils arrêteront leur choix en février, mars et peut-être même avril. Ce qu'on a pour l'instant comme analyse, c'est que la candidature d'Éric Zemmour mobilise une partie des déçus du Rassemblement national, une partie des déçus des Républicains. Très peu de sorties d'abstention pour l'instant. Mais pour les sorties d'abstention, il est encore très tôt. À titre personnel, ce que moi je crains, c'est le maintien dans l'abstention, parce que le problème de l'abstention, c'est que l'abstentionniste est un cachalot. C'est-à-dire, c'est un animal qui fait des plongées d'apnée longues. Et nul ne sait ni quand, ni comment, ni si il réémergera. À l'exception de la liste Grand Est, énormément de gens qui étaient dans les camps nationaux se sont abstenus aux dernières régionales. Une partie d'entre eux va revenir parce que les présidentielles attirent. La totalité, j'ai du mal à y croire. Au moment où nous parlons, nous partons déjà avec un handicap. Parce que là où on devrait faire du Trump et essayer de faire sortir les abstentionnistes, on va avoir déjà du mal à faire sortir nos abstentionnistes, qui ont été beaucoup trop écœurés, des revirements, des trahisons, etc. La vraie question pour moi de ce scrutin, ça va être la question de l'abstention. Pourquoi ? Parce que il y a ce qu'on doit penser d'Éric Zemmour, ce qu'on doit penser de Marine Le Pen et des autres candidats, et il y a celui qui, moi, m'intéresse le plus, qui est la stratégie d'Emmanuel Macron, que pour l'instant, par mes différentes interventions précédentes, je pense avoir assez bien cerné jusque-là. Pour l'instant, Éric Zemmour fascine ce que j'appellerais la droite filloniste et une partie de la droite à la fois radicale et traditionnelle qui était passée au Front National. Pour l'instant, il y a une relative indifférence des populistes à Éric Zemmour, très bas chez les employés, très bas chez les ouvriers, très bas chez les jeunes, pour l'instant. Pour l'instant. Là encore, je peux le regretter, je peux le machin, c'est l'état de fait. Question, pourquoi ces catégories-là, ça ne prend pas? La stratégie d'Éric Zemmour, qui je pense va être maintenue jusqu'au mois de décembre, ça va être de tenter de tuer et Marine et les Républicains avant décembre. À titre personnel, je pense que cette stratégie mènera à un échec. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen hérite, disons, du parti ouvrier. Et qu'à chaque fois qu'on a tenté de prendre cet électorat populaire par ce que j'appellerais la technique Buisson, c'est-à-dire, grâce aux thématiques identitaires, de faire marcher les catégories populaires à l'ombre de la droite orléane, ou droite d'argent, ou droite euro-atlantiste, il faut se rappeler que le bourgeois de PACA va être pris, l'ouvrier du Nord n'a pas été pris par Nicolas Sarkozy, parce que c'est la même tactique que celle de Nicolas Sarkozy, pour l'instant. Là encore, je ne la critique absolument pas, je le constate. Pourquoi cet ouvrier du Nord, pourquoi ces catégories-là ne sont pas rétives, ne sont pas aussi enjouées? Pour deux raisons. Premièrement, on leur promet des régressions sociales en creux.
on ne leur donnera aucune liberté supplémentaire à l'instant T. On ne leur donnera on ne les délivrera pas du carcan européiste qui les détruit. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir. Et c'est ce que eux comprennent, parce il faut se mettre dans la tête que l'électeur est aussi en partie rationnel. Il n'est pas aussi con qu'on aimerait qu'il le soit. Donc, ils n'ont pas de raison nécessaire. Alors, on me dira, ils sont très concernés par l'immigration. C'est très vrai. Le problème, c'est que, à ce niveau-là, le petit peuple national et la bourgeoisie dite patriote, qui pour l'instant est patriote de nom seulement, ont un rapport à l'immigration et à l'immigré qui est inverse. Moi, je le vois avec les miens, donc en Basse-Normandie, pauvres, paysans, ouvriers, petits commerçants. L'immigration leur fait peur, parce que la délinquance ethnique leur fait peur. Mais l'immigré parmi les leurs est l'un des leurs. Eux, c'est l'immigration qui pose problème. Le processus, pas l'individu. Pour une partie de la bourgeoisie de droite, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'individu est détestable parce qu'il a des mœurs différentes et il a des mœurs qu'on peut incriminer. Parfois d'ailleurs à raison. Mais le processus est nécessaire. Pourquoi ? Parce que, c'est une bourgeoisie qui est droguée, comme toute bourgeoisie occidentale, aux cheap jobs, aux travaux pas chers. D'ailleurs, c'est pour ça que là où l'immigration est un désastre économique, on ne nomme que la surinfection de la plaie migratoire qui est la plaie islamique. C'est-à-dire, grosso modo, par exemple, ce mythe, les gens d'Europe de l'Est, c'est très bien. Oui, les Roms, c'est très bien. Les Bulgares criminels, c'est très bien. Les Albanais, c'est très bien. Il n'y a pas plus européen qu'un Albanais, ethniquement. Et contrairement à ce que pensent les incultes, entre 20 et 40% des Albanais sont chrétiens. Donc, il n'y a pas plus ethniquement européen. Ces gens-là font baisser les salaires, ils détruisent les conditions de vie des nôtres. Je rappelle qu'il y a en France plusieurs centaines de milliers de travailleurs détachés qui poussent par le bas des professions entières, légalement, puisque je rappelle, travailleurs détachés, employés aux conditions sociales du pays d'envoi. Ça, on n'en parle pas. On parle de la surinfection islamique. Pourquoi pas ? Les Français ont peur de l'islam, de sa manifestation, même pas uniquement politique, de sa manifestation physique, ce en quoi ils ont raison. Le problème, c'est que là où il y a des gens qui sont camés à l'immigration et qui détestent l'immigré, vous n'allez pas nécessairement faire marcher à leur ombre des gens pour qui la guerre civile n'est pas un concept, la guerre civile sera une réalité du voisin de palier. Vous voyez ? Moi, je me rappelle, quand nous étions en contact avec les têtes des manifs pour tous, leur haine antisociale me frappait. Moi, j'oublierai jamais cette phrase qui a été dite dans le cabinet de M. Mestralet. Donc, pour ceux qui connaissent l'état profond de la manif pour tous, je pense qu'ils verront tout à fait qui c'est. Nous, on n'a pas de problème d'argent. Venait d'être écarté d'un revers de main toute la condition sociale de tous les mouvements sociaux autour de la manif pour tous. C'est-à-dire qu'on leur demandait de venir et de taire leurs revendications. Parce que, justement, nous, on n'a pas de problème d'argent. Grosso modo, vous les locteux, vous marchez, vous fermez vos gueules. Ce qui, au passage, est un très bon résumé de la ligne Buisson. Or, le problème, c'est que quand vous êtes dans cette optique-là, par exemple, moi j'ai vu dans les mêmes milieux des réactions extrêmement hostiles aux Gilets jaunes, parce qu'on me disait, je me rappelle d'un journaliste de droite du Figaro qui me disait « Mais pourquoi ne parle-t-il pas d'immigration ?» Et là, je n'osais pas lui dire, moi je venais de faire un colloque avec les têtes des Gilets jaunes, et une partie des sous-officiers des Gilets jaunes étaient des Maghrébins, assimilés, travaillaient. Et surtout, quand vous avez des problèmes pour boucler les fins de mois et pour nourrir les gosses, le califat, le machin, le truc, oui, c'est très grave. On n'aime pas ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne va pas remplir votre assiette. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'absence même de reconnaissance, même pas encore de prendre le problème à bras-le-corps, mais de penser que les conditions de subsistance d'une partie de notre peuple n'est pas un sujet sérieux, je pense que ça se paiera électoralement. Je parle de tout, si vous voulez, cet embrasement médiatique, dans lequel on peut voir du positif. Moi, par exemple, il y a un fait positif que je vois, c'est la présence de Charles Gave. On peut voir des faits qui le sont moins,
mais qui pour l'instant sont ce qu'on appelle des signaux faibles en analyse. Nous verrons comment ces signaux faibles évoluent. À l'instant T, ce qui est important de savoir, c'est quels sont les échiquiers. L'échiquier est assez simple. C'est un échiquier qui a 5 joueurs. Tout le reste sont des joueurs qui ne vont pas nécessairement, disons, transformer l'essai. Les 5 joueurs sont Éric Zemmour, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Tout le reste vont se polariser vers un pôle ou vers un autre. Pour l'instant, force est de constater qu'au moment où nous parlons, Jean-Luc Mélenchon, par l'anti-zémourisme, arrive à profiter de la chute des autres forces d'extrême gauche pour se refaire une santé par l'antifascisme d'opérette, par des pensées débiles sur le nucléaire. Il essaye de reprendre l'électorat de Sandrine Rousseau. Il ne se rend pas compte que ce faisant, Jean-Luc Mélenchon rend un service énorme à qui ? À Emmanuel Macron. Parce qu'il achève Jadot, que Macron avait commencé à tuer, parce que Jadot était une des vraies cibles de Macron. Ne vous inquiétez pas, si Jadot tombe vraiment très bas, Macron le prendra dans un prochain gouvernement. Au passage, qui est d'ailleurs un des buts personnels de Jadot, il s'en est jamais tellement caché, particulièrement dans sa période au Parlement européen. Ça, c'est le premier tour. Le deuxième, Bertrand. Bertrand réagit à la primaire des Républicains qui a été faite pour lui enlever de la légitimité. Il revient à LR, Pécresse aussi, et pendant ce temps-là, vous avez dans la coulisse un jeu qui se joue et dont vous devez être conscient. Monsieur Wauquiez, qui est un peu le grand pop, pour ceux qui connaissent les Chevaliers du Zodiaque, il est un peu le grand pop jusqu'à ce que le grand pop apparaisse, c'est-à-dire c'est une sorte d'ombre noire. Eh bien, monsieur Wauquiez est un peu le grand pop de cette primaire. Lui n'y va pas, il envoie monsieur Barnier au casse-pipe, pour essayer justement de maintenir un pôle en dehors disons, du magnétisme zémourien, d'où le fait que M. Barnier dise la vérité pour la première fois de sa vie, il en est lui-même surpris. Parfois, il ne se rend pas compte de ce qu'il sort, et pour essayer de couper l'herbe sous le pied des autres candidats en envoyant au passage le parti aux fraises, parce que ce que joue Laurent Wauquiez, c'est la réélection d'Emmanuel Macron, très clairement. Et d'envoyer surtout Xavier Bertrand et Pécresse en l'air. Ce qu'il ne se rend pas tout à fait compte, c'est que oui, les deux seront certainement neutralisés par leur entrée, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, dans le prochain gouvernement Macron. Mais l'un des deux, il terminera certainement ou terminera dans une coalition régionale, pour rester président de région, entre Horizon, En Marche et un tiers parti trognon qui sortira de là. La seule carte que peut jouer Bertrand, c'est de dire cette présidentielle va être jouée au centre, personne ne veut traiter de sujets populaires, donc on va devoir jouer au centre, et dans le centre, je suis le seul à pouvoir vaincre Macron. Ce qui est en partie vrai. Dans le système bourgeois, parce que c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps en public, j'ai dit je suis peiné de voir les miens devenir aussi cons. C'est-à-dire que, là encore, quand on analyse, on ne prend pas parti. Dans le système bourgeois actuel, malheureusement, Bertrand, qui est un candidat de premier tour exécrable, s'il arrive au second, Macron peut avoir peur. Le reste des autres candidats, quand bien même on les aime, pour l'instant ne peut pas capitaliser sur l'anti-Macron, parce que Macron, et c'est pour ça qu'il laisse faire la couverture médiatique, Macron est en train de réveiller la gauche castor. Pourquoi ? Parce que face à Marine, face au miaou-fascisme, face à cette version, disons, cette extrême droitisation de Kittécat, eh bien malheureusement la gauche ne se réveille pas. Pourquoi ? Parce qu'elle dit non, elle est trop ridicule, elle a trop trahi, elle n'est plus rien. Non, on ne va pas faire barrage à quelqu'un qui est le principal barrage à sa propre ascension. Parce que s'il y a bien eu un castor pour faire un barrage à Marine, c'est Marine elle-même. Bon. Zemmour, la gauche et la droite orléane, parce on oublie que toute la droite d'argent détestait le premier Zemmour, le Zemmour de chez Ruquier, parce qu'il était souverainiste, parce qu'il avait une fibre sociale, etc. Bien ce que je dis, vous êtes l'idiot utile du capitalisme mondialisé. Je vois pas le rapport. Mais si, parce que vous permettez aux patrons d'embaucher des gens
à des salaires ridicules. Non, et justement, si vous me permettez de terminer, Mais si vous régularisez les sans-papiers, si vous leur donnez des droits, Mmh. il n'y a plus cette possibilité d'avoir des bataillons de main-d'œuvre corvéables à merci qui s'opposent. sans fin. Je peux terminer Qui s'opposent justement et qui font tirer vers le bas l'ensemble des salariés. Prenez dans le bâtiment. Mais vous ne comprenez dans le pas. bâtiment. Mais c'est vous qui ne comprenez Mais pas du tout. Dans le Il y a des bâtiment, monsieur centaines de Zemmour. millions de gens qui se baladent dans le monde, donc on virera vos sans-papiers régularisés pour les remplacer par d'autres sans-papiers. Mais non, C'est parce qu'on va marrant, les vous régulariser, vous comprenez vraiment Mais alors rien, après hein. on les vire. Mais vous pourquoi comprenez vous rien voulez au les virer? capitalisme. Pourquoi vous voulez les hein. virer? Mais parce que tout simplement ils seront trop chers. Ces gens-là le détestent toujours, beaucoup moins fort pour une seule raison, c'est qu'ils lui feront jamais confiance. Et surtout qu'ils préféreront l'original à la copie. Parce que pour eux, Macron a une qualité que aucun candidat bourgeois n'a. Il a du sang d'ouvrier sur les mains. Il leur a coupé les mains, il leur a crevé les yeux. Il a pris soin des vieux pendant le Covid et il est allé jusqu'à détruire l'apprentissage de la langue chez les enfants en leur imposant le masque. Ça c'est bien, c'est du tangible. On va re-signer le bail. Les boomers, classe sauterelle et parasitaire, et la bourgeoisie de centre-droit et de centre-gauche sont prêts à re-signer le bail. Ce qu'il a besoin, c'est ce que j'appellerais de la gauche idiote, c'est-à-dire de ceux à qui on dit « Et regarde par là, j'ai vu passer un fasciste ». Tu vois ? Si vous voulez, c'est l'équivalent intellectuel de Titi faisant « J'ai cru voir un Rominet ». Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, j'ai cru voir un fasciste. Et cette gauche castor-là, sur Marine, elle s'est dit « Ouais, on sent encore le passage de la dernière fois, hein, donc non ». Là, ils vont y aller comme un seul homme, parce qu'ils ont le peu de mots qui les fait fantasmer, immigration, islamophobie, Pétain, tout ça. Et contre ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire. À l'instant, là encore, à l'instant T. Ces rangs sont déjà en train de se concentrer, et d'ailleurs Emmanuel Macron vient de leur répondre. Qu'est-ce qu'est cette reconnaissance idiote d'un crime fantôme qui est celui du 17 octobre 61, je crois que c'est 17 si mes souvenirs sont bons. Sinon, d'envoyer à la gauche immigrationniste, vous voyez, je suis comme vous. On rappellera que juste avant, il avait quand même prononcé ces mots absolument incroyables en disant que l'Algérie s'était bâtie sur un mythe de repentance française, je crois. C'est tout à fait vrai. Mais là, à qui parle-t-il ? Il parle à la fois au centre droit qui le rassure, vous voyez, en même temps. Et il caresse un petit peu l'électorat rapatrié. Dans les zones du Sud, ça peut toujours servir. Et en même temps, il va leur donner ça. En même temps. Et surtout, il va paralyser ses adversaires par une simple dissonance cognitive, quoi. C'est juste bug error 404. Lui, il s'en fout, il n'a pas de sens. Le sens n'est pas une catégorie macronienne. Il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est foutre le bordel dans votre tête. Il fait une guerre psychologique de base. Et vous le laissez entrer. Il y a un livre qui vient de sortir là-dessus qui s'appelle « Le traître et le néant ». Le titre est bien trouvé. Parce que c'est vraiment la biographie d'Emmanuel Macron. Il manque plus que le sarcophage de Brigitte derrière et on est bon. Vous voyez, c'est question, est-ce que, même coalisé, imaginons que Zemmour capte la totalité de l'électorat de Marine Le Pen, ce qui à mon avis ne sera pas mécanique, parce qu'une part de l'électorat ouvrier n'ira certainement pas voter au second tour. Eh bien, dans tous les cas, à l'instant T, sans sortie des abstentionnistes, il est structurellement minoritaire. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop lié à ce que, et là je parle avec les mots de Patrick Buisson, ce que Patrick Buisson appelle le bloc sociologique de droite, qui était à 52% sous Pompidou, qui était à 39% à la dernière présidentielle, et qui a encore baissé sociologiquement, structurellement minoritaire. Le problème, c'est que la logique Buisson, qui repose sur le sarkozysme, c'est-à-dire de vouloir faire marcher le peuple, la vague populiste, derrière la droite, eh bien on sait ce que ça nous a coûté. Ça nous a coûté toutes les destructions de Sarkozy, qui est le père idéologique d'Emmanuel Macron. Ça nous a coûté Hollande et ça nous a coûté Macron. Tout ça, c'est la faute à Sarko. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui, face non pas à l'homme Zemmour éminemment sympathique, mais à cette stratégie, se posent des questions. Se posent des questions de recrutement. Parce que bon, on a du mal à voir qui est derrière, qui est dedans, etc. Il y a des tas de choses, ce qui est normal. On est à 8 mois. Je pense qu'aujourd'hui,
on fait une trop grande fixette sur les sondages. Pourquoi ? Parce que, 1, les médias veulent réveiller la gauche castor, et 2, ils veulent diviser durablement le camp national. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des agents de division du camp national, je pense à Robert Ménard particulièrement, dont c'est le seul rôle politique, ou quelques autres de ce type-là, sachant que ce n'est pas en allant chercher le mythe de la bourgeoisie patriote qui est un fantasme, ça c'est un fantasme. Je vais vous donner un exemple. Si c'est la Manif pour tous, la bourgeoisie patriote, je rappelle que c'est l'une des familles argentières de la Manif pour tous qui a vendu Alstom. C'est Clara Lejeune-Guémard. Clara Lejeune-Guémard. Parce qu'on dit toujours Clara Guémard, on oublie Lejeune à dessein. Jérôme Lejeune, Fondation anti-avortement, etc. C'est cette droite-là qui a mis en danger la sûreté nucléaire des Français. Il ne faut jamais l'oublier. Avec Jérôme Pécresse, d'ailleurs, le frère d'eux, etc., etc. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de gauchiste à accuser. Ça c'est la droite dans sa réalité. C'est la droite bourgeoise dans sa réalité. Cette droite-là, elle peut vous dire du mal de l'immigré islamisé. C'est elle qui l'a fait venir. Pourquoi pas ? Mais elle ne vous dira pas comment le foutre dehors. Jamais. Elle n'en veut pas. Elle ne veut pas de remigration, parce que la remigration implique la reprise de souveraineté immédiate. Et ça, c'est forbidden. Elle n'en veut pas. Elle ne le fera pas. Elle vous laissera vous défouler comme Sarko. Je rappelle, l'une des têtes du mouvement identitaire avait un jour dit de Nicolas Sarkozy, avant de devenir lui-même un hiérarque local Front National grassouillet d'une région du Sud, l'avantage avec Sarko, c'est que oui, il fait venir les immigrés, mais on peut enfin en dire du mal. Moi, à titre personnel, je le dis, ce défouloir autorisé est un piège qui, à la fin, va se refermer sur nous. Je le crains. Nous pouvons l'éviter, on est à 8 mois. On peut gagner, on est à 8 mois. Néanmoins, il faut bien voir que Macron a déjà 2 ou 3 coups d'avance, parce qu'il gouverne mal, il se défend bien. Et d'ailleurs, je vais vous l'illustrer par l'opération Horizon. Horizon, vous avez tous vu que c'est cousu de fil blanc. On appelle Kung Fu Panda du Havre, on lui dit tu me chies Horizon tout de suite, son numéro 2 allait être mis en examen, monsieur Turol, enfin peu importe, il est repris de justesse, appelons-le comme ça, et son numéro 2 a été mis en examen 2 jours plus tard. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu la conférence de presse, c'était tout à fait... Enfin, on n'a pas mis les moyens élyséens derrière. Certains disent c'est parce que Macron a peur de Philippe. Pas pour ce tour-là. Macron-Philippe, ça peut être vraiment la mort de la France, parce que ça peut être un tandem à la Poutine-Medvedev, mais ce coup-ci pour terminer le pays, puisque je vous rappelle qu'il y a une limite constitutionnelle au nombre de mandats consécutifs, que Macron pourra d'ailleurs faire sauter sans mal, mais ils peuvent faire Poutine-Medvedev, ou Édouard Philippe serait le dauphin de 2027. Édouard Philippe, c'est l'anti-France, faut être très honnête. C'est une chiure de Juppé. Or, Juppé, tout ce qu'il touche se transforme en anti-France. Bon, c'est l'antithèse de la pierre philosophale, hein, Juppé, tout le monde le sait. L'opération Horizon, elle est très simple. Entre la pression d'En Marche et la pression zémourienne, le vœu de Macron, c'est l'implosion totale des Républicains à quelque moment que ce soit. Pendant la campagne, juste après, campagne législative, voire maintenant. On n'évalue jamais de manière adéquate la fragilité d'un édifice politique. Regardez le Rassemblement national. C'est tellement moisi, vous envoyez un coup de pied, toutes les bêtes sortent. Y compris Louis Alliot, pour vous dire. Le problème, c'est qu'on met le récipient de la droite d'argent sous le cadavre pour récupérer les boyaux encore vifs. C'est ça l'opération Horizon. Et évidemment, on appellera ces boyaux comme vivier de recrutement pour enfin donner à En Marche les cadres qui lui manquent cruellement. Je vous rappelle qu'un tiers des députés En Marche ne seront pas reconduits. Donc il faut bien aller les chercher quelque part. Et n'oubliez pas l'ancien organigramme d'En Marche. Les seconds couteaux du Parti socialiste, c'était la fameuse nuit des seconds couteaux, quelques gagnants au loto et l'énarchie de droite. L'énarchie de droite, elle va rester. Les gagnants au loto, on va en virer une partie, et les seconds couteaux, on va aller les prendre côté Édouard Philippe, c'est-à-dire des anciens juppéistes. Ça va être la transition de centre droit d'En Marche.
Aussi simple que ça. Il libère la parole et il a déjà cet avantage-là. Ça, c'est un des points positifs. Il y en a un second, c'est qu'il peut tuer la SARL Montretout, qui est un fait positif. Le problème, c'est qu'il faut tuer la SARL Montretout, il faut peut-être pas tuer le groupe social qui était le groupe frontiste. Or, j'ai très très peur que nous perdions le vote ouvrier. Parce que si c'est le cas, vu que, si vous voulez, il y a deux électorats qu'à mon sens, il ne faut pas perdre pour la cause nationale. Il ne faut pas perdre les cadres souverainistes et il ne faut pas perdre le vote ouvrier. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est les deux seuls qui, en temps de tempête, tiennent. Je vais vous donner deux exemples, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Quand Marine Le Pen a liquidé Florian Philippot et quand Jean-Luc Mélenchon a liquidé Kuzmanovic, ils ont eu des ennuis judiciaires tout de suite après, vous vous le rappelez. Eh bien, ils avaient chacun leurs identitaires à eux. Les identitaires de gauche, enfin les identitaires, disons, de Marine Le Pen, donc M. Nicolas Bay, et son pendant, certes, en beaucoup plus capacitaire côté Mélenchon, qui est Daniel Obono, qui est une identitaire de gauche. Désolé. Eh bien, quand les chefs ont eu des problèmes, tous ces gens-là se sont carapatés. C'est ce qu'ils savent faire le mieux. Donc, si vous voulez, incapacité technique, lâcheté personnelle, qui sont les points communs des deux groupes sociaux. Et si de l'autre côté vous lâchez les ouvriers, eh bien, nous sommes structurellement minoritaires avec un mouvement social qui sera abstentionniste. Or, question, comme on les a laissés tomber sur le pass sanitaire, et là pour le coup, pardonnez-moi de me mettre un peu en dehors parce que alors j'en ai quand même un peu donné dans ce mouvement-là, même si la gloire doit revenir à Florian Philippot, parce que je pense que sans lui, rien n'aurait eu lieu en France. On les a laissés tomber là-dessus, on les a laissés tomber pour les gilets jaunes, on les a laissés tomber sur les demandes de liberté, de souveraineté, etc. Il est tout à fait possible que cet électorat-là nous le fasse en partie payer. Je ne dis pas qu'il va le faire, je dis qu'il peut le faire. Et que ce n'est pas en lui répondant à chaque problème qui est le sien, qu'il y a trop d'immigrés, ce dont il est persuadé. Il n'est pas con, hein, il les a vus. Hein. Lui, il vit avec. Le problème, c'est que il sait que ça ne peut pas être la seule réponse. Or, pour l'instant, nous n'incarnons pas le total éventail de nos électorats, et j'ai peur que des électorats non représentés agissent de manière légitime comme des électorats non représentés, c'est-à-dire qu'ils ne se déplacent pas. Moi, objectivement, mon sujet, c'est Macron. Parce que pour l'instant, celui qui a la stratégie, je pense, la plus arrêtée, c'est lui. De très loin. Il gouverne mal, mais se défend bien. Et pour l'instant, je ne l'ai pas trop mal prévu. La chute d'Hidalgo, prévue. La chute de Jadot, prévue. Je vous le dis tout de suite, la prochaine, c'est Pécresse. D'une manière ou d'une autre. Il a vu l'opération Barnier. Il ne peut pas reprendre Barnier, pas après ce que Barnier a dit. Donc, Macron se préparera déjà à affronter Wauquiez, mais en son temps, plus tard, parce qu'il sait que Barnier n'est pas automoteur. Et au passage, tous ceux qu'on croyait de grands patriotes, les Marlex, etc., parce qu'ils attaquaient Macron, se sont tous mis derrière Barnier, et donc derrière Wauquiez. Ce qui veut dire que, est-ce que Olivier Marlex, qui est quelqu'un qui est un homme de dossier remarquable, aurait-il fait le même dossier sur Alstom si Alstom avait été vendu par la droite et non par Macron, de signature? Je remarque que Marlex attaque Macron. Je ne l'ai pas tellement entendu sur Clara Lejeune-Guémard, je ne l'ai pas tellement entendu sur Jérôme Pécresse, je ne l'ai pas clairement entendu sur M. Cron, etc. Cron plus, je l'accorde. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que pour l'instant, Macron a toutes les cartes en main. La dynamique Zemmour peut lui faire peur, mais dans un second temps. Pour l'instant, il agit avec la sûreté des vieilles troupes, lui-même, puisque lui, il n'a pas de troupes fidèles, mais ça, c'est pas grave, il n'a jamais cherché à en avoir. Il a les sponsors encore. Là où il a une crainte à avoir par rapport à Éric Zemmour, c'est qu'une partie du grand patronat qui n'était pas macroniste, mais qui n'était pas anti-macroniste, je pense à Bolloré particulièrement, pourrait passer. Mes questions, passer entre quoi? Passer sur quels intérêts? En plus, Emmanuel Macron a les moyens de négocier avec Bolloré. Bolloré est en train de charcuter le groupe Lagardère. Ancien macronien que vous avez remarqué, Macron laisse mourir sans avoir l'œil humide. Rien à foutre. Enfin,
Lagardère était dans une piètre santé déjà à cause du fils. Nous sommes entièrement d'accord. La seule chose, c'est Macron peut tout à fait rendre le processus de dépiotage beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'est. Il peut tout à fait le faire. Oui. Donc, Macron a encore des cartes en main, y compris là-dessus. Là où Macron, la seule faiblesse qu'il peut avoir à l'instant où nous parlons, c'est qu'un candidat bourgeois ne se redresse pas. Je ne vois pas du tout Barnier, quand bien même sortirait-il vainqueur de la primaire des Républicains, il est trop détesté par les populations, etc. Bertrand, parce que Bertrand a un électorat hétéroclite. Bertrand a une partie prolétarienne qui lui vient du Nord. Il reste le plus dangereux, mais c'est un très mauvais candidat de premier tour. S'il passe le premier tour, il est l'un des seuls qui peut l'emporter. Mais il est tellement mauvais que Macron parie pour le fait qu'il ne le passera pas, et ce en quoi je pense qu'il a raison. Mais il ne faut pas oublier une chose, la candidature Zemmour est une candidature de transition. C'est-à-dire, évidemment, il faut essayer de gagner. À titre personnel, je ne vois pas la victoire sans sortie massive des abstentionnistes possible. Et je ne vois pas les abstentionnistes sortir pour l'instant. On est à 8 mois, hein. Attention. Par contre, ce qui est possible, c'est que ça enfante le système d'opposition à Macron de l'avenir. Le problème, c'est que Macron a segmenté tellement les familles d'opposition qu'il a isolé les cadres, il a isolé le mouvement populaire. Il se retrouve face à quoi? Une partie de l'ancienne droite filloniste, et une partie seulement, qui aujourd'hui est derrière Zemmour. Le problème, c'est qu'une partie de cette bourgeoisie-là s'encanaillera au premier tour, mais au second, il est tout à fait possible qu'une partie non négligeable, 3, 4, 5%, retourne au vote Macron. Pourquoi? Parce que au second tour, c'est du sérieux, c'est le portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est possible. Je dis que cette campagne débute par des coups assez sales, donc ça va être une campagne assez dégueu. Et je dis que, moi à titre personnel, j'ai jamais donné de consigne de vote, j'en donnerai pas plus là. Je dis que chacun va aller dans son couloir et que pour l'instant, celui qui a prévu la plupart des couloirs, c'est Macron. Donc à l'instant T, je comprends l'enthousiasme parce qu'il y a un aspect catharsique d'Éric Zemmour qu'il a toujours eu. C'est-à-dire qu'il a mis des mots sur les mots de la société française. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui l'aiment et qui ont raison de l'aimer d'ailleurs. Le problème, c'est que ça a un effet que je qualifierais en partie, comme la pornographie si vous voulez. La pornographie, ça en excite la moitié, ça en calme l'autre moitié. Vous voyez? C'est pour ça que les gens en regardent. Pour se calmer ou pour s'exciter. On est d'accord? Bon. Là, c'est pareil. Il y en a une partie que ça va mettre dans leurs convictions et qui pourront être de très bons militants nationaux à l'avenir. Et puis il y en a une partie que le fait de verbaliser les choses va calmer. Exactement comme le bourgeois de gauche qui, quand il entend Europe sociale, ah ça y est, ah je l'ai entendu, ah ça va bien, ah ça va mieux. Ah ouais, l'Europe sociale c'est bien. L'Europe sociale c'est pas possible. Non, mais le réel ne passera pas. D'accord? Le réel c'est comme le fascisme, ne passera pas. Là c'est pareil, c'est-à-dire, ah ouais, Mokhtar avec son tapis de prière, voilà, il m'emmerde. Ok, Mokhtar t'emmerde. Le problème, c'est que quand tu l'as dit, Mokhtar est toujours là. Oui, mais ça, c'est pas grave, je l'ai dit. Je me sens mieux. Et d'un côté, c'est l'aspect, oui, catharsique, antidépresseur, défouloir. Dans le bon sens du terme, hein. C'est comme taper sur un sac de frappe. C'est toujours utile parce que ça vous vide de l'énergie négative. Néanmoins, pendant ce temps-là, Macron, qui lui agit en stratège, a 2 coups d'avance. Donc, que chacun soutienne qui il veut, il a raison. Mais qu'il n'oublie pas que l'ennemi, lui, n'est pas dans le soutien. Macron s'en a rien à foutre d'avoir le soutien. Il a la coagulation de classe. Pourquoi? Parce qu'il a mis une absence d'idées. Macron, c'est un vide dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il enrégimente par le rien. Et on ne peut pas ne pas être d'accord avec le rien. Et on ne peut pas ne pas être d'accord avec le rien. Macron, c'est le désert qui avance. Vous voyez ce que je veux dire? Et il enrégimente les grains de sable. Si j'osais,
J'utiliserai une notion d'un auteur maudit, mais ça va m'être reproché. Macron est l'un des maîtres de ce qu'on pourrait appeler la tyrannie anomique. C'est-à-dire que Macron est le tyran des grains de sable de la société. Macron, c'est l'être qui rend la société liquide. On va sortir un très bon livre là-dessus, Le Président liquide d'ailleurs. Mais Macron, c'est celui qui émiette la société et qui terrorise les miettes après. Et les miettes, qu'est-ce qu'elles font? Elles adhèrent à plus fort qu'eux. Macron, c'est ça, la tyrannie anomique. Le problème, c'est que nous n'avons pas trouvé la formule de recoagulation sociale à opposer au vide dynamique macronien. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.